Bienvenue dans Conversation avec, le podcast où nous explorons les idées, les engagements et les parcours qui façonnent notre société. Je suis Gina Nzengue et aujourd'hui nous parlons de management. Dans un contexte marqué par la mondialisation, la révolution numérique et les défis post-pandémie, nos entreprises et institutions ne peuvent plus se contenter de modèles hiérarchiques figés. Il est urgent d'adopter des approches plus agiles, inclusives et stratégiques, capables de stimuler l'innovation, de fédérer les talents locaux et de répondre aux attentes d'une nouvelle génération de collaborateurs. Pour décrypter ces mutations et proposer des pistes d'action concrètes, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Jean-Michel Plane, professeur agrégé des universités, coach professionnel spécialisé en vision stratégique et analyse de pratiques de dirigeants et rédacteur en chef de la revue de gestion ressources humaines à l'université de Montpellier, Paul Valéry. Fort de ses années d'accompagnement de leaders en Afrique, il partage avec nous son regard sur les freins actuels et les leviers pour bâtir un management véritablement adapté à nos réalités. Retrouvez cet épisode sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et bien sûr sur Urban FM 104.5, la station urbaine. La conversation avec le professeur Jean-Michel Plane débute maintenant. Bonjour, professeur, comment allez-vous? Je vais très bien, bonjour à tous. Professeur, vous avez consacré une grande partie de vos recherches en leadership et management en Afrique subsaharienne. Alors, selon vous, aujourd'hui, quelles sont les principales limites des modèles managériaux actuellement en vigueur dans nos pays? Oui, c'est vrai que j'ai commencé à travailler sur le leadership au début des années 2010. Déjà, je suis parti d'un constat, c'est qu'en 2010, il y avait très peu de gens dans le monde francophone qui travaillaient sur le leadership. C'était beaucoup plus une thématique anglo-saxonne. Et le terme lui-même était très peu utilisé. Donc, j'étais un des premiers, un des pionniers à travailler sur ce concept de leadership, cette réalité également. Je pense que c'était un peu tabou puisque le leadership, ça renvoie au pouvoir des dirigeants, au pouvoir d'influence, au pouvoir de décision. Et donc, c'était un peu tabou dans le monde francophone du fait du management vertical et de la hiérarchisation de nos sociétés. Mais je pense qu'on a fait du chemin depuis. J'ai publié personnellement 2 ouvrages en 2015 qui s'appellent Théorie du leadership, où je fais le point sur les modèles classiques et les modèles contemporains, sur les approches les plus récentes. Et puis un ouvrage plus pratique, réalisé avec ma collègue Florence Noguera, où on travaille avec des témoignages de dirigeants, des témoignages de leaders sur les apports et les limites d'une approche en termes de leadership. On discute le concept, mais le concept n'est plus du tout tabou. Il est même un peu galvaudé à l'heure actuelle. Il est très utilisé à tort et à travers, d'ailleurs, parfois. C'est vrai. Mais voilà, donc... tout le monde est leader maintenant dans notre voilà, société. tout le monde veut devenir leader. On veut former des leaders à tort et à travers. Bon, voilà. Mais en même temps, ça reste une problématique intéressante. Et en même temps, ça reste une problématique dans laquelle on peut encore explorer... un certain nombre d'éléments, notamment dans des secteurs d'activité variés et différents. Alors aujourd'hui, quelles sont les principales limites des modèles de gestion, des modèles managériaux qui sont actuellement en vigueur dans nos pays et surtout pourquoi est-ce qu'il est urgent aujourd'hui de les faire évoluer? Je pense qu'il faut repenser les organisations. Déjà, on a quand même de nouvelles générations qui entrent dans le monde du travail, que le monde socio-professionnel évolue et donc effectivement, ces nouvelles générations ont quand même de nouveaux outils à leur disposition que n'avaient pas leurs aînés. La présence des réseaux sociaux, la présence de l'information en continu, la présence de beaucoup d'outils qui apportent quand même de la productivité au travail. Clairement. Et donc, je pense que le mode de management, le style de leadership doit quand même s'adapter aux caractéristiques des nouvelles générations entrantes, qu'il faut, ceci dit, stimuler, qu'il faut encourager, qu'il faut mobiliser. Il faut leur donner des défis passionnants à relever, il faut leur permettre de se challenger. Et je pense que la jeunesse gabonaise a une appétence pour ce monde du travail et ces défis, ces objectifs à atteindre. Clairement. La plupart des techniques ou des stratégies de management que nous avons sont importées. Et lorsque nous importons ces stratégies de management, pour certaines, elles sont figées dans le temps. Ça fait des années, on les a plus changées. Alors aujourd'hui, cette inertie managériale, selon vous, est-ce qu'elle a un réel coût pour les organisations africaines? Oui, clairement. Je pense qu'il y a encore des visions
un petit peu traditionnels du management qu'il faut repenser. Les modèles de management ont évolué. Aujourd'hui, on parle de l'entreprise libérée ou des méthodes de management plutôt de type horizontal. Or, il y a encore une conception bureaucratique, administrative. Pour prendre un exemple concret, j'étais au Cameroun récemment. C'est un pays fantastique, mais le Cameroun est un pays très hiérarchisé et très administratif, où il y a beaucoup de bureaucratie, etc. En même temps, il y a un dynamisme entrepreneurial, donc c'est une espèce d'hybridation de tout ça qui est parfois difficile à décoder. Pour revenir au Gabon, je crois que les organisations gabonaises sont sans doute moins hiérarchisées qu'avant, mais qu'il y a encore quand même beaucoup de travail à faire pour mettre en place réellement un management par les compétences, un management par les projets. Et c'est c'est de ça dont la jeunesse gabonaise, à mon sens, a besoin. En même temps, il faut les accompagner, il faut les aider, il faut contribuer à l'enrichissement de certaines formations. C'est pas toujours simple. Alors, techniques de management, comme je le disais, importées la plupart du temps, et puis on essaie de les implémenter ensuite sur un contexte local. Quels sont les risques que l'on prend lorsque on essaie d'appliquer ces pratiques importées sans véritablement les adapter au contexte local, pour le cas de notre pays, par exemple? Le risque, c'est de ne pas comprendre le contexte. Or, on fait de la gestion et du management en contexte. Sinon, on passe à côté d'un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a des techniques qui viennent des États-Unis ou qui viennent de ce qu'on appelle le modèle nord-américain qui présentent un intérêt certain pour nos organisations, mais il faut les adapter, il faut les apprivoiser en quelque sorte. Et il faut surtout les utiliser avec quand même un certain nombre de précautions d'usage. Mais en même temps, je crois qu'il faut aller de l'avant, il faut quand même se projeter et ne pas rester figé sur des vieilles méthodes ou des modèles plus anciens. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, du coup, quand on parle de management, surtout pour nos pays, le Gabon précisément, l'Afrique en général, est-ce que vous pensez qu'il serait donc important et intéressant d'intégrer les réalités culturelles et communautaires dans les pratiques de management actuelles ou dans les modèles importés? Bon, je prends un peu le temps de la réflexion parce que j'ai un peu l'esprit de l'escalier. Je ne sais pas si vous connaissez l'esprit de l'escalier. C'est qu'une fois que le podcast est terminé, je vais me dire dans la voiture, j'aurais dû dire ça ou j'aurais dû dire ça. Donc, non, prenez votre temps, on a tout le temps. On a toujours l'esprit de l'escalier. Oui, on a tout le temps. Donc, je pense que la culture est un atout à condition de tenir compte effectivement d'un certain nombre de variables qui sont quand même transversale à tous les pays. Et je dis toujours qu'on est dans un environnement VICA. C'est-à-dire on est dans un environnement qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. Et effectivement, il n'y a jamais eu autant d'incertitudes et de risques. Il y a quand même une dangerosité du monde. Donc il y a quand même beaucoup de phénomènes qui sont génériques et qui ne sont pas spécifiques ni au Gabon, ni à la France, ni aux États-Unis. Donc il me semble qu'on est dans un contexte où il y a quand même beaucoup de mobilité, il y a une forte circulation des idées. Et il faut, je crois, encourager les comportements entrepreneuriaux. Les jeunes, certains veulent devenir riches et ils ont raison. Certains veulent entreprendre. Et je crois que beaucoup de jeunes et de moins jeunes, d'ailleurs, ont compris que ce n'est pas dans le salariat, ce n'est pas dans le fait d'intégrer la fonction publique qu'on deviendra riche. Si vous voulez développer de la profitabilité, si vous voulez acquérir un certain nombre de biens, il faut entreprendre, il faut prendre des risques, il faut essayer d'être dans une logique de compétitivité et il faut essayer de satisfaire des clients de plus en plus exigeants. Par l'innovation. Et voilà, par l'innovation, par la capacité peut-être à être disruptif, c'est-à-dire à casser certains codes, à proposer quelque chose de nouveau et en même temps en proposant un travail de qualité. Exactement. Alors, professeur, depuis que nous sommes en train de parler, je sais les auditeurs doivent se dire, mais on parle de quoi exactement dans ces pratiques de management? J'ai envie de repartir un peu et de faire appel à toutes vos années d'expérience, de toutes ces années d'expérience que vous avez en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'un modèle ou d'une pratique de management que l'on a, mais qui ne fonctionne pas, mais que l'on continue de faire et qui plombe au final l'organisation, que ce soit ici ou partout en Afrique où vous êtes passé. Un exemple que vous avez déjà vu, revu, et voilà, qui vous vient directement en tête. Je pense que tout ce qui brille n'est pas or déjà. Ça,
On ne le sait peut-être pas suffisamment. Et la deuxième chose, c'est que justement, il faut distinguer l'avoir de l'être. Beaucoup de personnes sont dans des logiques d'avoir, de posséder des choses, des biens, dans des logiques un peu patrimoniales. Avoir une belle maison, avoir des téléphones, avoir des belles voitures, etc. Bon, on a tous envie de posséder un certain nombre de biens. Je ne dis pas le contraire. Mais ce qui me paraît plus important, c'est que les personnes investissent dans l'être. Il faut savoir investir dans l'être, il faut savoir privilégier des investissements immatériels, il faut favoriser la lecture, il faut se former, il ne faut pas hésiter à se remettre en cause, à être dans une logique où on réfléchit tout le temps, on est dans une logique de recherche permanente, de développement personnel. Donc, je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui investissent dans l'être. Et ça me paraît être un signe intéressant. Il faut investir, il faut favoriser les investissements immatériels et intellectuels. Et je crois que là, il y a encore... Je pense que, par exemple, à Libreville, l'offre de divertissement est importante. L'offre culturelle est plus faible. Donc peut-être qu'il faudrait investir davantage dans des conférences, dans des gens qui apportent des connaissances, qui apportent aussi... le doute, le fait de s'interroger, il faut privilégier. Les cadres, les responsables, les cadres qui sont performants, ou les leaders qui sont performants, sont souvent des gens qui sont capables de faire preuve d'introspection, qui sont capables de s'interroger, de se remettre en cause, de sortir d'une logique « je sais tout, je connais tout ». Je crois qu'au contraire, on est dans une logique où il faut savoir sortir de sa zone de confort, il faut savoir acquérir... de nouvelles connaissances, il faut savoir expérimenter de nouvelles choses. Bref, il faut penser différemment. Les anglo-saxons parlent de « think out the box ». You have to think out the box, mais je pense que c'est pertinent. Il faut savoir penser différemment. Et c'est très vrai ce que vous dites, et ça me fait penser à un ouvrage que j'ai lu il y a très longtemps. C'est le livre autobiographique du cheikh Al Maktoum. Qui, lui, dans son ouvrage, raconte un petit peu comment ils ont travaillé à faire de Dubaï ce que Dubaï est aujourd'hui. Et il dit bien qu'en arrivant, il avait compris que les pratiques de développement ou les stratégies de développement, les politiques de développement telles que on les connaissait, en fait, ne pouvaient pas s'appliquer, en fait, à leur zone. Qu'elles soient européennes, qu'elles soient américaines, peu importe d'où elles venaient, en fait, ça ne pouvait pas s'appliquer à sa région, à son pays. Par contre, il y a une chose qu'il retenait, c'était la capacité des Émiratis à construire, à innover, à dimensionner, comme on dit au Gabon. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a énormément investi sur les Émiratis. Il les a envoyés partout dans le monde, dans les meilleures universités, et surtout, il a laissé libre cours à leur potentiel créatif, à leur imagination. Et c'est de là qu'est sorti le Dubaï d'aujourd'hui. Il a misé, en fait, sur l'être, ce que vous êtes en train de dire. Il a misé sur l'être, sur leur capacité à créer. Et c'est eux qui, au fur et à mesure que ce soit dans les finances, dans l'art, dans plein de secteurs, ils ont créé le Dubaï que nous, on voit aujourd'hui. Et donc, ce que vous dites, ça prend clairement du sens par rapport à la lecture que j'avais. Alors, professeur, aujourd'hui, pour le leadership africain, quel est le type de leadership que vous pourrez prôner pour le 21e siècle? Et du coup, en quoi est-ce qu'il se distinguerait, par exemple, des approches occidentales classiques? S'il fallait, du point de vue de votre expérience, proposer ou parler d'une approche de leadership africain que l'on pourrait mettre en place, ce serait laquelle? Je pense qu'il faut revenir à de l'humilité. Quand on encadre des personnes, on est dans le rapport aux autres et au rapport au travail bien fait. Et je pense qu'en faisant preuve d'humilité, en étant prudent, en étant à l'écoute, on va avoir un management plus bienveillant, plus horizontal aussi. C'est-à-dire, il faut essayer d'encourager les personnes à coopérer davantage, avoir une approche plus coopérative, moins hiérarchisée. Je pense que ça peut aller dans le bon sens. Et en même temps, on est dans un monde où il faut faire preuve, vous l'avez dit, d'agilité, mais aussi de frugalité. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire mieux avec moins. Il faut revenir à des choses simples, à une certaine sobriété. Moi, mon petit déjeuner ce matin, il s'est limité à une tasse de café noir, un verre d'eau et un œuf au plat. Donc c'est juste un exemple pour caractériser cette idée de frugalité. Dans un monde frugal, on est plus simple, on est parfois plus efficace, plus efficient.
Et on est surtout dans une logique d'humilité. Et l'humilité fait grandir. Parce qu'il faut comprendre que les facteurs qui font réussir au début peuvent être les mêmes qui vous font échouer à la fin. Et ça, c'est un axiome qui me paraît être très utile en contexte africain. Et parlons Beaucoup de gens se tuent à réussir, en fait. C'est vrai. Et un certain nombre de leaders, de dirigeants, n'ont pas suffisamment compris la leçon d'Andy Grove que j'enseigne souvent, le fondateur d'Intel, dans la Silicon Valley en Californie il y a longtemps, qui a publié un livre à succès qui s'intitulait « Seuls les paranoïaques survivent » dans le monde économique. Si tu es paranoïaque, tu vas rester prudent. Si tu as compris que les choses sont éphémères, elles vont durer. Donc, seuls les paranoïaques survivent. Je pense que c'est une leçon que certains n'ont peut-être pas suffisamment comprise et ils en ont d'ailleurs fait les frais. Et il y a vraiment cette notion que moi je retiens dans ce que vous venez de dire, la notion d'humilité. S'il y a quelque chose que je pourrais compléter ou que je pourrais citer ici, c'est vraiment cette humilité dans le management au Gabon. Ici, on a l'impression, et ça c'est mon avis personnel, ici on a l'impression que dès que quelqu'un a un poste de responsabilité, qu'il soit directeur, qu'il soit, voilà, peu importe le poste de responsabilité, on a l'impression qu'il se transforme directement en une personne qui sait tout, surtout, tout le temps. Et donc, ils n'écoutent plus vraiment les collaborateurs qui, eux aussi, peuvent avoir une idée pertinente. Si vous êtes, par exemple, dans un secteur où vous avez beaucoup de collaborateurs qui travaillent sur le terrain, vous ne pourrez pas mieux connaître le terrain que le collaborateur qui y va. Donc, cette notion d'humilité, c'est vraiment quelque chose, et je suis totalement d'accord avec vous, que nous gagnerions tous, et je m'inclus, à expérimenter et à faire grandir au quotidien. Alors, on est en Afrique, on parle de l'Afrique que vous connaissez très bien. Je vous ai demandé tout à l'heure, avant de commencer ce podcast, si vous pouviez compter vos voyages au Gabon, à combien vous en êtes. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Vous savez, on peut gagner 10 millions par mois et prendre le taxi. Exactement. On peut prendre un taxi à 1000 francs alors qu'on gagne 10 millions par mois. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Alors, de toutes ces expériences que vous avez eues en Afrique, que vous avez eues au Gabon, aujourd'hui, si on vous demandait comment on peut concilier les valeurs traditionnelles africaines avec les exigences de management actuelles, des exigences de management modernes, sans sombrer dans le paternalisme ou le népotisme, vous diriez quoi? Je dirais déjà que les apparences sont trompeuses. C'est dans la Bible, mais c'est un élément important. Et d'autre part, je rappellerai aussi la parabole des talents. Là aussi, c'est dans la Bible. C'est-à-dire, au fond, le maître récompense le serviteur qui a su cultiver, qui a su développer des talents, qui a su effectivement faire fructifier. Des personnes qui sont dans l'excellence, qui sont dans une logique de grandissement d'eux-mêmes, qui investissent dans l'être, qui restent humbles et qui surtout essaient d'aider les autres. Ça, c'est un élément important. Le rapport à l'altérité, le rapport à l'autre, c'est un élément fondamental des logiques, être dans des logiques de management partagé, être dans des logiques de leadership partagé. C'est un élément important. Je pense qu'on parle toujours des leaders, on parle rarement des followers. C'est vrai. Des followers, c'est-à-dire des gens qui suivent, des gens qui sont derrière un leader. Mais c'est fondamental de comprendre qu'il y a une théorie aussi de l'échange. Et on a besoin de partager, on a besoin d'échanger un certain nombre de connaissances. Il faut être humble face à l'immensité des connaissances et face aussi à la radicalité des changements et des transformations. Il y a un mot qui est très contemporain, c'est le mot transformation. Donc les transformations, elles sont importantes aujourd'hui. Le management des transitions, le mot transition est d'ailleurs à la mode actuellement pour tout un tas de raisons. Exactement. Il y a des transitions politiques, mais aussi des transitions écologiques, climatiques. Des transitions mentales, sociales. Numériques, cognitives. Je crois qu'il faut encourager la jeunesse à faire preuve d'humilité, à être agile, y compris sur le plan intellectuel, à être capable de remettre en cause des idées qu'on croyait définitivement acquises pour tendre vers un avenir meilleur. Mais il faut être optimiste aussi, je crois. Je crois que la confiance est un élément important. La confiance en soi, les anglo-saxons, ils ont deux termes. Ils parlent de confidence, c'est la self-confidence, la confiance en soi. C'est fondamental pour la consistance de la personne. Mais aussi trust, we trust in God, la confiance en Dieu ou la confiance envers les autres, interorganisationnelle aussi. C'est vraiment, à mon avis, des éléments importants. Avoir quand même la foi en l'avenir et en une société plus juste, plus communautaire, plus solidaire,
plus responsable aussi. Clairement. Hein, on a parlé du leadership, mais il y a une tendance contemporaine importante aujourd'hui autour de ce qu'on appelle le leadership responsable. La responsabilité sociétale des entreprises, qui est quand même un élément important, qui fait que l'objet social d'une entreprise n'est pas seulement la profitabilité aussi. Hein, les entreprises ont aussi la responsabilité des impacts. Le mot Qu'elles ont dans impact est très l'environnement important. dans lequel elles... Qu'elles ont sur l'environnement et sur la société elle-même. Exactement. La notion d'impact, quand une entreprise, y compris une très petite entreprise, recrute des stagiaires pour quelques mois, elle participe à la formation de cette jeunesse qui en a bien besoin. Elle participe à cet effort citoyen pour faire en sorte qu'on tende vers un management par les compétences. C'est vrai. Et d'ailleurs, on a fait un épisode du podcast sur la confiance en soi, que je vous invite, chers auditeurs et followers sur les réseaux sociaux, à aller voir. Et un autre épisode du podcast sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, que je vous invite aussi à aller regarder avec des invités extrêmement passionnants. Professeur, dans vos travaux, vous mentionnez le fait d'aller un peu plus vers un management plus spirituel. Alors, pouvez-vous nous expliquer cette notion et comment est-ce qu'elle pourrait renouveler, du coup, la manière de diriger les organisations dans nos pays? Qu'est-ce que vous entendez par la management plus spirituel? Je fais partie d'un think tank, ça aussi c'est très contemporain. Un think tank, c'est une sorte de laboratoire d'idées Oui. À Paris qui s'appelle Spiritualité et Management, qui est animé par un ensemble de personnes, dont Catherine Voynet-Fourboul, qui est une amie et qui d'ailleurs était intervenue à Libreville à distance. Hein, elle avait eu un certain succès. Bon, travailler sur spiritualité et management, c'est partir de l'idée que quand on s'intéresse au management, on a beaucoup écrit et beaucoup travaillé sur la relation individu-groupe ou individu-équipe, mais on a peu travaillé sur la relation corps-esprit. Donc si on travaille sur la spiritualité, on travaille sur l'esprit. Et quand on a lancé ce club de réflexion, on s'est rendu compte que ça a attiré et ça a mobilisé bizarrement beaucoup de professionnels. Naïvement, on pouvait penser que spiritualité et management, ça allait surtout attirer des intellectuels, qui sont bien sûr les bienvenus. Mais non, on a quand même beaucoup de personnes qui viennent du monde socio-professionnel, qui sont dans l'action et qui, dans la spiritualité, cherchent des ressources nouvelles, peut-être pour mieux décider, mieux réfléchir, mieux penser l'avenir. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une souffrance des dirigeants. Il y a une souffrance du top management. Il n'y a pas qu'une souffrance des employés ou des pauvres, plus globalement. Oui. Il y a aussi la souffrance de ceux qui dirigent, qui ont parfois des doutes. On est dans des sociétés confrontées à ce qu'on appelle parfois les 3 S, hein, stress, souffrance, suicide. Alors, heureusement, en Afrique, le suicide est rare pour tout un tas de raisons. Mais par contre, le stress, j'observe à Libreville en particulier. Et la souffrance. Et vous le savez très bien. Clairement. Une montée de la souffrance au travail et plus globalement, une généralisation du stress. Donc, on est dans des sociétés qui sont un peu malades du stress. C'est vrai. Et le corollaire à ça, ou le pendant à ça, ou les solutions sont dans des réflexions sur, vous l'avez dit, sur la confiance en soi, et plus globalement sur le bien-être au travail, qui est une thématique porteuse. Les gens sont preneurs si vous leur parlez de bien-être au travail, si vous leur parlez de lâcher prise, l'importance du lâcher prise, l'importance de la santé mentale. De la santé mentale, la prise en compte aussi d'un certain nombre de thérapies qui sont... moi, en tant que coach, j'ai l'impression souvent d'être un thérapeute, donc d'avoir cette fonction thérapeutique, y compris quand on écoute les plus grands ou les personnes qui sont en position de décision dans ce pays, qui est un pays magnifique. Parfois, je les écoute et j'ai l'impression d'être un thérapeute. Donc, il y a aussi une souffrance des dirigeants qui ont des doutes, qui parfois ont du mal à dormir, qui s'interrogent. Ça me paraît paradoxalement aller dans le bon sens. Et c'est vrai que c'est un point que l'on ignore souvent, mais qui est bien réel. Et du coup, aujourd'hui, si on vous demandait comment est-ce qu'on peut équilibrer autorité et implication des équipes dans nos organisations, qu'est-ce que vous diriez ? Je dirais qu'on ne peut pas autoritairement impliquer les gens au travail, c'est un leurre. Il n'y a pas de virus de l'implication. À l'implication, on ne peut que créer des conditions plutôt favorables. Et c'est le fait de créer ces conditions qu'on peut résumer en quelques mots-clés, comme la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Éviter des situations d'hypocrisie organisationnelle. Les individus peuvent être hypocrites, mais les organisations aussi. Il peut y avoir un écart entre le
le discours d'une organisation qui finalement peut être en partie une fiction et la réalité des pratiques. Donc, essayer d'avoir un discours cohérent et des pratiques cohérentes. Donc déjà, ça, c'est la première condition. La deuxième condition est plus facile à comprendre, c'est ce qu'on va appeler la réciprocité. Des échanges, des avantages réciproques entre un salarié et une organisation. La troisième, c'est peut-être l'appropriation. On est très impliqué dans une organisation si on se l'approprie, si on a un sentiment d'appartenance, voire un sentiment de fierté, ce qui est encore plus fort. Et enfin, j'ajouterai une dernière condition qui est le plaisir. Personnellement, j'ai plaisir à être avec vous aujourd'hui, donc effectivement, c'est beaucoup plus facile quand on est dans une logique de satisfaction au travail, de plaisir, quand on a des émotions positives, que quand on est dans des comportements de retrait, de démission silencieuse, d'ennui au travail aussi. Dans mon équipe de recherche, on a une belle thèse en cours sur l'ennui au travail. Donc on a lancé une enquête sur ce problème-là. On parle beaucoup du burn-out ou du stress, des gens épuisés ou des gens qui sont stressés, mais on ne parle pas de peu de gens qui sont là, mais qui en fait s'ennuient et qu'il faut arriver à réactiver, à stimuler, à challenger. Bref, on est dans un domaine qui est quand même en perpétuel renouvellement. C'est ça qui est assez passionnant à observer. En même temps, je voudrais quand même ajouter qu'il y a une dureté de l'entreprise. Et ça, je le dis aussi aux plus jeunes. Le monde de l'entreprise n'est pas le monde de l'école supérieure ou de l'université. Il y a une dureté le monde de des l'entreprise. bisounours. Voilà, il y a une dureté des rapports au travail, il y a une dureté des rapports sociaux. Mais en même temps, il peut aussi y avoir un certain plaisir à travailler, à se challenger, à mesurer une progression. Beaucoup de dirigeants aujourd'hui sont tellement accaparés par l'urgence et puis cette urgence du résultat. On vous nomme là et puis il faut fournir les résultats demain. On vous met à un poste de directeur là et puis demain il faut des résultats, que beaucoup en fait oublient que, même pas ils oublient, je pense qu'ils relaient ça au second plan, la question de la vision stratégique à long terme. Du coup, si on vous demandait aujourd'hui comment aider ces dirigeants-là à consacrer plus de temps à élaborer une vision stratégique à long terme, et pourquoi est-ce que dans notre contexte africain, gabonais, ce serait urgent et important, qu'est-ce que vous répondriez à ça? La culture du résultat, on peut la comprendre dans certains domaines très compétitifs. Mais je crois qu'il y a en Afrique et particulièrement au Gabon un potentiel humain intéressant, notamment dans la jeunesse, des gens qui ont la capacité à progresser. Donc il faut les former, il faut les accompagner, il faut être exigeant avec eux aussi, ne pas tomber dans la facilité, rester humble et leur permettre effectivement de s'épanouir, de progresser, tout en intégrant les contraintes qui sont pas minces du monde contemporain, qui est encore une fois volatile, incertain, fragile, ambigu. Et si on est conscient du fait que les choses sont éphémères, il y a de bonnes chances pour qu'elles puissent durer. Parce que c'est ça le secret, en fait. Si vous êtes conscient que les choses sont éphémères, elles vont durer. Parce qu'on se donne à fond, du coup, à chaque fois, on ne sait pas, on sait que ça va s'arrêter, donc à chaque fois, on s'y met vraiment à fond. Par contre, quand on se dit que ça va, on sera encore là demain, on prend son temps, en fait. C'est ce que je me dis. Alors, professeur, en tant que coach en vision stratégique, quelles sont les étapes clés que vous donneriez, par exemple, pour accompagner un dirigeant à formuler de manière claire une vision stratégique pour son organisation? Bon, je ne vais pas vous présenter ici une boîte à outils ou un ensemble d'étapes de manière algorithmique, mais bon, ce qu'on peut dire quand même, ce qui est fondamental, c'est la prise de conscience du dirigeant. Cette prise de conscience, si on est pragmatique, elle est souvent liée à la perception d'une menace. Le fait qu'il y ait des menaces dans l'environnement, des menaces concurrentielles, de nouveaux compétiteurs qui arrivent, un nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner sous nos yeux et qui est parfois inquiétant, ça va conduire un certain nombre de dirigeants à s'interroger, à faire preuve davantage d'introspection, à chercher des solutions nouvelles, à chercher à se réinventer aussi. Donc je crois que quelque part, le fait qu'on soit dans une société plus ouverte, avec quand même une complexité croissante, on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'entreprise élargie. L'entreprise élargie, ça veut dire qu'elle est confrontée à une multiplicité de parties prenantes. Alors certes, les clients, les fournisseurs, les institutions bancaires et de crédit, mais il y a aussi la société civile, les ONG,
les institutions religieuses, etc., les mouvements écologistes, etc. Donc tout ceci peut contribuer effectivement à des changements, à des transformations. Il faut oser la transformation. On peut conduire à se transformer plus rapidement. De votre expérience, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple où la vision stratégique, une vision stratégique forte, a transformé la trajectoire d'une entreprise ou d'une institution, que ce soit ici ou en Afrique, que vous avez vu, que vous avez accompagné ou... Oui, ben on voit quand même des gens qui réussissent. Il y a quand même des success stories qui sont intéressantes, hein. Des gens qui innovent en permanence. La manière dont les GAFA, par exemple, sont devenus immensément riches en très peu de temps, c'est parce qu'ils sont disruptifs, ils sont capables de bouger les lignes, ils sont capables de casser un certain nombre de codes. Mhm. Bon, moi j'étais récemment à Seattle aux États-Unis, je participe aux travaux de l'Academy of Management, et c'est vrai que ce sont des personnes qui n'hésitent pas à prendre des risques, qui n'hésitent pas à privilégier le management par les compétences, à privilégier l'action, à être dans le savoir-faire, le savoir-agir, l'approche en termes de hard skills, soft skills et même math skills, hein, c'est-à-dire des compétences techniques, des compétences managériales, de type intelligence émotionnelle, pensée critique, de type créativité, et puis math skills, c'est-à-dire des compétences très singulières, très originales, des compétences atypiques. Hein, donc, essayer de sortir un peu des sentiers battus, de penser différemment, je l'ai déjà dit, hein, casser les codes, ça me paraît être un moyen de réussir d'autant plus. Bah, du coup, comment est-ce qu'on peut traduire cette vision, ou si on a une vision stratégique ou une vision tout simplement, comment est-ce qu'on peut traduire notre vision en action concrète lorsqu'on évolue dans un environnement qui est souvent marqué, et on l'a dit précédemment, par l'instabilité et les pressions constantes, le stress. Comment on fait pour tenir? Si on a une relecture des travaux sur l'excellence, on se rend compte que les entreprises de l'excellence sont des entreprises qui sont dans the blast for action, le parti pris de l'action. Donc c'est l'action qui va vous permettre, qui va renouveler une vision en fait. Je crois qu'il faut privilégier l'action et souvent une action coûte finalement, une erreur coûte souvent moins cher qu'une étude. Ça coûte souvent moins cher de faire une erreur qu'une étude. Donc je crois qu'il faut privilégier l'action dans la société contemporaine. D'accord. Ces derniers temps, on observe un essor des programmes de formation exécutive en Afrique. D'ailleurs, dès qu'on va sur Facebook, on a un billet là-bas, quelque chose ici. Il y en a partout, que ce soit même en local ou à distance. Il y en a partout, ça foisonne de partout. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, il y a une nouvelle génération de dirigeants mieux formés qui est en train d'émerger dans nos pays? Très sincèrement, je le crois. Je le crois, même si effectivement il y a un marché de la formation, il y a un marché du MBA, dans lequel il faut savoir trier, il faut savoir distinguer le bon grain de l'ivraie, comme on dit. Mais je crois que c'est bien que les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, hein, puisqu'il y a aussi quand même des gens à maturité qui ont des approches intéressantes, c'est bien que ces personnes investissent sur eux-mêmes, investissent dans l'être, hein, et investissent dans des investissements de type immatériel. Donc moi j'ai une vision positive. Après, effectivement, je crois faudrait peut-être mettre en place des labels de qualité, peut-être normer davantage certaines formations, etc., vérifier, avoir une approche peut-être en termes de certification qualité, etc. D'accord. Au-delà des diplômes, selon vous, quel est le rôle que joue l'accompagnement sur le terrain, donc que ce soit le mentorat ou le coaching, on en a parlé tout à l'heure, pour aider un manager à changer ses pratiques? Je le dis parce que on en parlait aussi lors d'une autre discussion avec un autre invité. On a l'impression qu'au Gabon, on est un peu réfractaire à la formation, à l'accompagnement, au mentorat ou même au coaching. Selon vous, en quoi est-ce que cela pourrait être important? C'est important parce que c'est dans l'action qu'on va développer des soft skills, en fait. Comme vous l'avez dit, beaucoup de gens ont un master. Donc, comment on différencie deux personnes qui ont un MBA, par exemple? La différence se fait sur les soft skills, hein, donc sur l'intelligence relationnelle, l'intelligence
émotionnelle, la capacité à piloter un projet complexe, la capacité à négocier, à être créatif. Voilà quelques exemples de soft skills. Mais même sur les math skills, comme je l'ai dit, sur ces compétences très atypiques, sur le fait qu'un jeune arrive avec une expérience en Chine, par exemple, ou une expérience en Asie du Sud-Est, qu'il va pouvoir valoriser ici, dont il va pouvoir peut-être tirer profit, etc. Donc je crois beaucoup, effectivement, au poids et au rôle de l'expérience dans l'acquisition des compétences. Et encore une fois, je pense qu'il faut mettre en place une gestion des compétences et un management par les compétences. D'accord. Et quels sont, selon vous, selon votre expérience, les principaux obstacles que rencontrent les dirigeants africains lorsqu'ils tentent de transformer les pratiques managériales? On a parlé tout à l'heure de transformation. Il y a beaucoup de résistance au changement. Le fait de sortir de sa zone de confort fait qu'on est dans une zone de peur avant de rentrer dans une zone d'acquisition de nouvelles compétences. Donc effectivement, il faut aider les équipes à surmonter leurs peurs, à surmonter leurs émotions pour sortir de leur zone de confort. Être capable de bousculer les usages, être capable de casser un certain nombre de codes, être capable de faire preuve d'humilité face à, encore une fois, l'immensité des connaissances. C'est pas simple, mais je pense que ça passe par également une réflexion sur le rapport aux autres et également sur le rapport à soi-même. Mhm. Donc, on retrouve aussi la dimension spirituelle et les valeurs. On a parlé de formation. Après, il y a ceux qui veulent pas aller en formation, ceux qui ne peuvent pas aller en formation. Mais il y a ceux qui vont en formation et quand ils y vont, après, c'est très compliqué de pouvoir profiter des acquis de ces formations-là dans les organisations. Du coup, comment s'assurer que les connaissances acquises en formation se traduisent réellement par des changements durables au sein des organisations? Par ce qu'on appelle de la formation intégrée à des situations de travail. Mais si la formation est de qualité, il y a toujours quand même quelque chose que j'observe et auquel je crois beaucoup, il y a toujours un effet formation. Mm-hmm. Si vous faites un master en management des médias, par exemple, oui. Et si le contenu est de qualité, il y aura, s'agissant de vous, un effet formation. Vous allez en sortir transformé. Et je pense qu'il faut privilégier ce type d'approche. Donc l'effet formation me paraît être souhaitable. Il me semble que les économies africaines ont besoin d'investir en formation pour avoir des comportements plus coopératifs, plus productifs et pour avoir aussi des personnes plus impliquées. Est-ce que vous voyez un lien direct entre l'évolution des pratiques managériales et le développement économique local? En gros, en quoi est-ce qu'un meilleur management pourrait, par exemple, stimuler la croissance de notre pays? Oui, clairement, un meilleur management peut permettre aux entreprises d'être plus compétitives, avoir une logique de création de richesses plus importante, peut-être aussi un meilleur partage de ces richesses, une meilleure redistribution. Et peut-être aussi, ça c'est un concept que j'ai pas évoqué, mais mon collègue, le professeur Laurent Capelletti, que nous avons invité à Libreville, oui, a qui beaucoup était au insisté Da Fresh Morning il y a pas longtemps. Qui était au Da Fresh Morning, a insisté sur le concept de coûts cachés et sur l'existence, ce gisement de coûts cachés qui existe dans les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, grandes ou petites en fait. Un coût caché, c'est la conséquence économique d'un dysfonctionnement. Mm-hmm. Donc si on réduit l'absentéisme, si on réduit les erreurs, si on réduit les retards, les problèmes de qualité, l'ennui au travail, si on améliore la productivité des gens, on va effectivement réduire les coûts cachés, qui sont quand même des ressources potentielles qui peuvent participer effectivement à la croissance économique d'un pays. Donc, ça ne veut pas dire que tous les coûts cachés sont compressibles, une partie ne l'est pas. Mm-hmm. Il y a naturellement dans une organisation de l'absentéisme, parce que les gens ont le droit d'être malades, bien sûr, mais l'excès d'absentéisme, par contre, est coûteux pour l'organisation, pour l'entreprise et même pour le pays. Et du coup, quel rôle peut et doit jouer la gestion des ressources humaines pour renforcer le tissu économique? Je fais notamment référence au recrutement, à la formation continue, à la gestion des talents, à l'évolution des carrières. Le rôle de la gestion des ressources humaines, c'est de contribuer au développement du potentiel humain des personnes dans une organisation. Donc elle doit, me semble-t-il, proposer des programmes de formation adaptés. Elle doit permettre aux personnes de progresser, de se renouveler, de tendre vers un plus grand bien-être au travail.
et en même temps être vigilant sur les confrontations, les relations sociales, la dureté de l'entreprise dont j'ai parlé tout à l'heure. Il ne faut pas non plus avoir un comportement d'autruche. Il y a une dureté de l'entreprise, mais les politiques RH sont là pour essayer de contribuer par des programmes d'action à la formation des gens, à leur perfectionnement, à leur bien-être aussi. Alors, face à la fuite des talents, on le voit, hein, que ce soit au Gabon, que ce soit dans plein d'autres pays africains, les talents locaux ont tendance à aller vers d'autres cieux où peut-être les offres sont plus intéressantes, plus alléchantes pour eux. Alors, face à cette fuite des talents-là, comment l'amélioration du management et des pratiques de ressources humaines peut contribuer à retenir et surtout à développer les compétences locales? Par l'attractivité d'un territoire. Par l'attractivité d'un territoire, par l'amélioration des écosystèmes d'affaires, par le système de rémunération, la rémunération globale, par le bien-être, par... voilà, je pense que c'est par l'attractivité d'un territoire. L'herbe n'est pas nécessairement plus verte ailleurs. Hein. Donc je crois que... moi, je suis plutôt libéral dans ma façon de concevoir une société. Mhm. Même si l'excès de liberté peut conduire au malheur. Hein. C'est vrai. L'excès de liberté peut conduire au malheur des individus, mais je pense que la liberté des personnes doit les amener à être plus compétitives et globalement plus heureuses. Professeur, c'était une très belle discussion. Nous nous approchons petit à petit de la fin. Si vous deviez lancer un appel aux dirigeants gabonais et africains pour qu'ils évoluent, pour qu'ils fassent évoluer dès maintenant leurs pratiques managériales, quel serait cet appel et surtout quelles premières actions recommanderiez-vous? Je recommanderais de ne pas hésiter d'avoir recours à des prestataires extérieurs, d'avoir recours à des conseils en management, des consultants, des coachs, ne pas hésiter à investir dans l'immatériel, ne pas hésiter à observer et à écouter ce qu'on n'entend pas toujours dans une organisation, et essayer d'être attentif aux signaux faibles, d'être attentif aux dysfonctionnements, aux symptômes que l'on voit apparaître ici et là dans toutes sortes d'organisations pour essayer d'être dans une logique d'amélioration permanente, dans une logique d'exigence, mais en même temps dans une logique aussi humaniste. Ça me paraît important d'essayer d'améliorer les relations humaines dans une organisation. On a vu avec les méfaits de la Covid-19 et cette société de contagion dont heureusement nous sommes sortis, on a vu quand même les méfaits de la paupérisation des relations humaines. Le fait que les gens soient obligés de rester chez eux, qu'il y ait moins de relations humaines, qu'il y ait moins de lieux de rencontre, qu'il y ait moins d'échanges. Je crois que ça, c'est une régression. Donc, il faut embarquer les personnes dans une aventure collective, dans une approche, encore une fois, plus horizontale du management, plus participative. Et c'est très difficile de faire du management participatif. Ça reste une vieille idée. François Mitterrand lui-même le disait dans ses mémoires, il y a fort longtemps, qu'il n'avait pas su démocratiser la vie des organisations, ou pas suffisamment en tout cas. On a vu par contre au Gabon une belle expérience de gouvernance participative avec cette thérapie collective autour du dialogue national qui, de mon point de vue, me semble-t-il, a plutôt été un succès. C'est-à-dire le dialogue national a permis de faire émerger des idées qui ont été en grande partie prises en compte pour développer un projet. Donc ça a pris du temps. C'est toujours un peu long de vouloir faire émerger des idées, de vouloir susciter la participation. Mais quand on y arrive, ça peut donner des résultats intéressants. Mais il faut se donner le temps. Et c'est vrai que c'est il faut oser. Voilà, il faut oser la transformation. Professeur Plane, dernier mot. Merci pour votre invitation. J'ai parlé de créativité. J'ai oublié de parler de l'émergence des idées. Comment on a des idées. Il y a une étude récente réalisée par des chercheurs à Boston qui montrent que c'est parfois sous la douche qu'on a de très bonnes idées. Donc ma recommandation, c'est d'augmenter le temps de douche. Il faut rester peut-être quelques minutes de plus sous la douche. Quand on est seul, bien entendu, on peut avoir de bonnes idées. Et à mon avis, c'est pertinent, d'autant plus que quand on a une bonne idée, il faut surtout avoir le réflexe de la noter. La prise de notes, c'est la technique de base du chercheur. Et je crois qu'il faut revenir à des
verbe simple. Nous venons d'explorer avec le professeur Plan les ressorts et les limites d'un management importé. Souvent décalé par rapport à nos réalités africaines, il nous a rappelé que sans une vision claire, sans une culture de confiance et sans un accompagnement ciblé des dirigeants, nos organisations resteront prisonnières d'un statu quo coûteux. Son appel résonne comme un défi. Oser repenser nos modèles, intégrer nos valeurs communautaires, développer des leaders capables de piloter l'incertitude et d'embarquer leurs équipes dans une aventure partagée. Il nous a aussi montré que la formation et le coaching ne sont pas de simples luxes académiques, mais des leviers décisifs pour faire émerger une nouvelle génération de managers agiles et responsables. Désormais, c'est à vous, décideurs et acteurs de la transformation, d'agir. Commencez dès demain à bâtir vos propres visions, à repenser vos pratiques RH, à instaurer des espaces d'écoute et d'innovation. Le renouveau du management en Afrique ne se décrète pas derrière un pupitre. Il se construit dans chaque réunion, chaque atelier et chaque décision prise au quotidien. Et souvenez-vous, chaque idée, chaque action peut être le point de départ d'un changement durable. Merci à l'équipe technique qui rend ce programme possible et qui nous permet de le retrouver sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Fallon Ndambo à la caméra, Ivanov à l'Onda, Sanders et aujourd'hui, nous étions avec Maëlys pour l'observation. Rendez-vous la semaine prochaine avec un invité tout aussi passionnant. Au revoir.